Bonjour et bienvenue sur Elia, elle en pense quoi, votre podcast RH qui combine l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Le principe est simple, on prend un sujet qui touche au recrutement ou aux ressources humaines, on pose nos questions à une IA et on compare les réponses avec celles de notre invité. Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode. Elia, elle en pense quoi ? Donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution des métiers et des compétences de demain. Et donc j'ai le plaisir de recevoir pour l'occasion Delphine Quesnel-Serem. Donc Delphine, Bonjour. bienvenue, bonjour. Merci. Écoute, je te laisse te présenter. Donc, je suis directrice des ressources humaines du groupe Promologie, qui est une filiale du groupe Action Logement, plus connu avec le 1% Logement. Et on est le premier bailleur social d'Occitanie, puisqu'on gère un peu plus de 40 000 logements répartis sur toute l'Occitanie, de Toulouse à Montpellier, en passant par Tarbes. D'accord, très bien. Voilà, et on a la particularité de regrouper plusieurs métiers, puisqu'on a des métiers, bien sûr, de gestion, mais aussi de construction, avec tous les logements, puisqu'on construit un peu plus de 2000 logements. On développe un peu plus de 2000 logements par an. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, le concept du podcast, il est assez simple. Aujourd'hui, on a pris des questions donc, sur l'évolution des métiers qu'on a posées à une IA. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse en discuter ensemble et de voir ce que tu en penses, si tu es d'accord, pas d'accord, ou alors peut-être que... Voilà, l'objectif, c'est qu'on discute de tout ça ensemble. Donc, on peut attaquer sur la première question. On y va. Allez, c'est parti. Donc, première question. Selon toi, à quoi ressemblera le travail de demain ? Donc, je te propose de te donner ce que nous a dit l'IA et puis ensuite qu'on en discute. Donc, le travail de demain, sans discussion possible, il sera hybride. Donc, il va mêler à la fois le côté humain et un côté plus digital. Et ça va reposer donc sur plusieurs piliers. Donc, la généralisation globale des outils d'intelligence artificielle, des environnements de travail qui vont être de plus en plus connectés et où l'automatisation va être vraiment un soutien de la performance pour les salariés. Un modèle de travail qui va être plus flexible et plus modulable, donc par rapport à des horaires de travail, des horaires de travail la journée, du télétravail qui est de plus en plus aujourd'hui demandé. Et donc une culture de l'entreprise qui va être centrée sur le sens, la responsabilité et la transparence, donc qui sont des grosses demandes et des grosses attentes aujourd'hui des salariés en entreprise. Et donc, on va dire la pensée un peu globale de cette première question et de ce que nous dit l'IA, c'est le futur du travail va mêler technologie et humanité pour créer des environnements plus agiles, connectés et porteurs de sens. Qu'en penses-tu ? Donc, j'en pense que comme bien souvent, l'IA fait une réponse quand même très générique, Ouais. que le futur du travail, c'est une vaste question et que très peu de gens sont capables aujourd'hui de prédire quel sera exactement le travail demain. Ouais. Maintenant, ça va évoluer, c'est certain. L'IA est un facteur majeur dans l'évolution des métiers. Ouais. Et ensuite, chaque métier est différent. C'est-à-dire que des métiers vont être moins impactés dans leur quotidien Ouais. et d'autres beaucoup plus. C'est-à-dire qu'un cuisinier restera un cuisinier. C'est pas l'IA qui préparera les plats demain. Par contre, effectivement, une assistante de direction, elle devra adapter ses missions, son quotidien de travail avec l'intégration de l'IA. Aujourd'hui, on est très fort pour imaginer les postes potentiellement qui seraient impactés ou supprimés. Et on est beaucoup moins fort pour imaginer tous les postes qui vont être créés Très bien sûr. de par l'arrivée de l'IA. Donc, c'est forcément un petit peu anxiogène, ça peut l'être en tout cas. Mais je pense qu'il faut aborder ça avec sérénité et l'appréhender et se former au maximum pour ne pas subir le sujet, mais être proactif. Bien sûr. Et là, ce qu'on voit de toute façon aujourd'hui, c'est que l'IA, on l'intègre petit à petit dans les entreprises et on voit que surtout, elle intervient pour faciliter la vie des salariés. Nous, je le vois par exemple dans notre métier du recrutement pur, elle est utilisée au quotidien pour de la prise de notes, de la synthèse, ce qui nous fait gagner énormément de temps et voilà, on est bien content en tout cas aujourd'hui de l'avoir et je me rappelle avant où on devait taper sur notre clavier les comptes rendus ou les briefs, enfin on est bien content en tout cas pour notre métier que ça soit arrivé quoi. Nous aussi, nous aussi on est content parce qu'effectivement ça fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui l'IA on l'utilise un peu comme un super assistant pour faire gagner du temps sur des tâches, alors beaucoup d'aide au rédactionnel, de mise en forme aussi de présentation qui est un peu
chronophage comme tâche, D'accord. pas forcément de plus-value. Donc voilà. Par contre, à l'inverse, on parle du recrutement. Nous, on a fait le choix de ne pas utiliser d'IA pour tout ce qui est tri de CV, etc., etc. Si c'est en termes de, on y reviendra certainement, mais d'utilisation d'éthique, Oui. une utilisation éthique de l'IA. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce type d'automatisation quand même, avec des biais, etc. Ok. Donc, par exemple, le tri des CV. Donc, c'est réalisé en interne par Oui, quelqu'un chez oui, vous qui, oui. voilà, c'est Oui, tous les CV sont lus et triés par des humains avec des réponses qui sont faites par des humains, même s'il y a des réponses automatisées après pour aller un petit peu plus vite. Mais en tout cas, c'est un Oui. humain qui dit oui ou non. Qui prend connaissance Tout du à CV. fait. D'accord, ok. Et donc ça, c'est un choix en interne chez vous à date, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, ok. Parce on est beaucoup sollicité pour beaucoup d'outils de tri de CV, etc. Bon, après, il y a une question de volume aussi. On reste une TI de 550 personnes. On a moins de volume à traiter que d'autres grosses sociétés. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des gros groupes qui peuvent avoir des milliers de CV à trier. Mais néanmoins, quand on regarde, vous pouvez avoir des biais dans les tris de CV. Et c'est dommage parce que par, on va dire, les stéréotypes que peut mettre en place l'IA, vous pouvez écarter des CV qui potentiellement pourraient convenir au poste dont vous avez besoin si vous avez un peu d'ouverture d'esprit. Oui, c'est clair. Et puis, de toute façon, l'IA, elle analyse surtout les mots-clés sur les CV. Et donc, il suffit qu'un candidat ou un profil postule sans avoir bien rédigé son CV ou alors ne pas avoir été mis un mot entre guillemets interdit. Voilà, c'est ça. Pour que le CV soit écarté et que ce soit pas forcément justifié. Merci pour cette première question. Du coup, sur la deuxième, l'IA est de plus en plus utilisée dans le monde du travail. Est-ce que tu penses qu'elle va remplacer des emplois ou transformer les compétences? Donc, on a un petit peu évoqué ça et tu as un petit peu esquissé une réponse. Je te propose peut-être de dire ce que tu en penses et puis après, on verra ce que nous dit l'IA sur le sujet. Alors, moi, je pense que l'arrivée de l'IA, c'est quand même une révolution dans le monde du travail. D'accord. Et que justement, vraiment, il faut l'anticiper, ne pas le subir. Donc, mettre des œillères en disant non, l'IA, on ne l'utilisera pas et ça ne nous impactera pas, je pense que c'est faire erreur. Oui. Et qu'il vaut mieux acculturer et prévoir les évolutions des compétences nécessaires le plus tôt possible pour que ça impacte le moins les collaborateurs. Ce qui est certain, c'est que certains métiers seront plus impactés que d'autres. Potentiellement, il peut y avoir certains métiers qui seront remis en question. Alors, pas forcément dans mon activité, mais de manière globale, on le voit pour les traducteurs, ça a un fort impact. C'est clair. Donc ça, c'est une réalité. Et à l'inverse, là où c'est presque plus compliqué, c'est de définir quel profil, les profils dont on aura le plus besoin d'eux-mêmes. Oui. Et qui n'existent pas forcément encore complètement aujourd'hui. Des ingénieurs IA, vous n'en avez pas à tous les quatre coins de rue. Surtout qui va les former. Donc aujourd'hui, moi, mon objectif en tant que DRH, c'est déjà une sensibilisation et une acculturation à l'IA. Oui. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde n'utilise pas non plus l'IA dans une entreprise. Certains en ont peur, ne savent pas bien l'utiliser, même sur des usages assez basiques. Et nous, on insiste aussi sur un usage éthique de l'IA et un usage mesuré de l'IA aussi, parce qu'il y a une vraie notion de RSE aussi dans tout ça, qui est parfois souvent oublié, je trouve, et pour lequel le groupe Promologie attache une importance qui n'est pas neutre. C'est vrai que le premier enjeu, c'est de ne pas rater le virage. Enfin, nous, en tout cas, on pense que ce virage du digital et de l'IA, il faut le prendre et que c'est parfois un mot, effectivement, qui peut faire un peu peur aux collaborateurs, mais qu'aujourd'hui, on le voit sur le marché, nous, tous les jours, que les entreprises ont bien conscience qu'il faut chaque jour en parler un petit peu, mettre en place des formations, faire, je sais pas, des événements, des séminaires autour de ça, et expliquer petit à petit comment ça peut intégrer les emplois, les missions de chacun dans l'entreprise. Est-ce que tu as un exemple en tête, par exemple, je sais pas, au sein du groupe, chez vous, de un métier spécifique qui va pouvoir être beaucoup accompagné et aidé par l'IA? Déjà, le métier des ressources humaines est quand même impacté directement. Ne serait-ce que la rédaction d'une fiche de poste, par exemple. Oui. On ne va pas se le cacher, l'IA, alors...
On lui demande avec un prompt correct, il nous fait un projet qu'on corrige, mais on gagne quand même. Dire là où on mettait 1 heure, 1 heure et demie à rédiger une fiche de poste, si elle voulait qu'elle soit correcte, on va dire qu'en une demi-heure, elle est rédigée. Donc en fait, c'est un gain de temps important. Moi, je sais que personnellement, et mes équipes l'utilisent aussi pour la mise en forme de présentation. Bien sûr. On a beaucoup de présentations à faire auprès des représentants du personnel, auprès d'un comité de direction. Les idées, c'est nous, mais par contre, la mise en forme, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de gagner beaucoup de temps sur ça. Et c'est quand même très confort dans le quotidien. Donc, ne serait-ce que ça. Ouais. Et ensuite, moi, je sais que j'insiste aussi, et ça, de manière globale, en fait, on a aussi des gens qui peuvent être en difficulté ou en tout cas qui ont besoin de formation un petit peu continue en termes de bureautique. Là, je parle d'outils du quotidien, hein, le pack Office classique. Et parfois, l'IA peut être un très bon formateur en bureautique. C'est-à-dire que plutôt que d'en avoir peur, on peut lui poser des questions sur des choses qu'on n'arrive pas à faire en termes de bureautique. Et ça peut accompagner les collaborateurs aussi à développer leurs compétences, mais sur d'autres sujets. Oui, carrément. Et là, en l'occurrence, je trouve que voilà, sur tout ce qui est... moi, j'ai déjà demandé les formules Excel bah oui, et bien, à l'IA. On peut lui demander d'adapter son discours en fonction de la personne qu'on a en face. Est-ce que c'est une amateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un niveau modéré? Ou alors, est-ce que c'est un expert? Et c'est vrai que pour la compréhension, c'est génial, quoi. Voilà, donc ça, c'est un vrai atout. Donc, effectivement, bon, les ressources humaines sont clairement impactées. Le recrutement, on en a parlé. Tout ce qui est aide au rédactionnel. Ensuite, vous avez forcément tous les postes quand même qui sont assez administratifs. Oui. Donc, tout ce qui est assistante de direction, mais là, on fait un travail spécifique aussi avec elle pour qu'elle puisse se concentrer, gagner du temps sur certaines tâches pour se concentrer sur d'autres tâches, parce que l'idée, c'est ça. C'est vraiment sur les tâches forte valeur ajoutée. Voilà. Et nous aussi, ça nous aide beaucoup pour tout ce qui est réponse à des clients. C'est-à-dire que vous avez un courrier ou un mail d'un client, tous nos collaborateurs ne sont pas forcément à l'aise dans le rédactionnel, parce que on peut aussi avoir des profils techniques qui répondent à des clients, etc. Et l'IA permet aussi de formuler de manière plus précise des réponses ou à des mails ou à des demandes. Donc après, tout le travail derrière, c'est de bien relire la proposition, on va en parler après, hein, de bien relire, c'est-à-dire c'est vraiment un assistant qui vous aide à faire certaines tâches plus rapidement. C'est ça. À ce stade, on en est là. Ouais, et en gros, on part effectivement d'un prompt il a besoin d'être très, très précis, ce prompt-là, mais l'IA nous permet de travailler sur quelque chose qui n'est pas une feuille blanche. En fait, c'est ça qui prenait énormément de temps au début. Par exemple, sur une offre d'emploi, on partait vraiment d'une feuille blanche. Là, aujourd'hui, on peut avoir un cadre, l'émission, l'expérience, etc. L'avoir en fonction des informations qu'ils vont trouver de l'entreprise en ligne, sur Internet. Et puis ensuite, la réadapter en fonction de la petite touche qu'on a envie de lui apporter. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment important de bien relire, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver quelques coquilles ou des informations qu'elle aurait pu trouver qui datent un petit peu avant, qui ont été modifiées. Voilà, ça ne le prend pas forcément en considération. Là, la réponse, donc l'IA ne va pas remplacer massivement, elle va transformer. Donc, c'est bien parce que ça rentre dans la continuité de ce qu'on est en train de se dire. Elle va automatiser certaines missions et tâches répétitives. Donc là, je pense qu'on est en plein dedans. Elle va créer de nouveaux rôles autour de la donnée, de l'éthique ou de la supervision des outils. Donc là, ça rentre dans le rôle de la data, de la RSE et voilà, d'un sujet qu'il faut vraiment, je pense, aussi prendre à cœur. Et elle renforcera les besoins en compétences analytiques, stratégiques et interpersonnelles des différents salariés. Oui. Voilà. Donc, l'IA transformera les métiers, mais valorisera ceux qui savent l'utiliser intelligemment. Voilà. Aussi, c'est de la responsabilité de chaque entreprise de savoir ce qu'elle veut faire de l'IA. Parce que, la tendance aux États-Unis est un peu différente. Et je pense aussi qu'on a une responsabilité sociétale sur comment on veut intégrer l'IA dans notre société. Et potentiellement, oui, on pourrait supprimer plus de postes, mais est-ce qu'on a envie de le faire et arriver dans une société où l'IA est le point central des échanges et des relations? Et ça, je pense aussi que chaque société, dans une certaine mesure, a sa propre responsabilité. Bien sûr. Et on voit aujourd'hui que les relations humaines, elles restent quand même primordiales et très demandées. Oui, tout à fait. Ok, super, merci beaucoup pour cette réponse. Question 3, donc quelles sont les compétences humaines qui feront la différence dans le futur du travail? Donc là, c'est pas forcément corrélé à l'IA, mais c'est toujours en train de se dire en fonction de l'évolution des métiers, on a besoin de quoi aujourd'hui en compétences humaines, salariées en fait. Donc dans un monde digitalisé, les soft skills deviennent un vrai levier de différenciation. Voilà, donc là on est vraiment sur les soft skills qui sont
un élément qui est déjà très important aujourd'hui. On le voit nous aussi dans le recrutement. C'est quelque chose qui est énormément demandé par nos partenaires. C'est notre avis de recruteur. Quel est votre sentiment sur sa posture, sur sa façon de se présenter, sur voilà toute cette partie soft skills. Donc les plus recherchés seront donc la curiosité et la capacité à apprendre en continu, l'esprit critique et la créativité, la communication et la coopération, et enfin donc l'intelligence émotionnelle et l'adaptabilité. Voilà. Alors là, pour le coup, je suis quand même plutôt en phase avec la réponse de l'IA. Ouais. C'est quand même ce qui ressort aussi de pas mal d'études et d'interventions par des personnes qui se sont penchées sur le sujet que je suis régulièrement. Ok. Mais effectivement, les soft skills seront demain un poids primordial dans les recrutements. Ce qui se pose aussi la question de comment on va recruter demain, parce que les soft skills, c'est quand même le sujet le plus difficile à évaluer. Il y a autant vous pouvez les capacités rédiger un courrier, vous arriviez à l'évaluer assez facilement en entretien par des tests assez, on va dire, basiques. Les soft skills, c'est un sujet beaucoup plus complexe et je pense qu'on n'est pas encore... Comment une IA va évaluer les soft skills demain? On n'est pas encore dans des process de recrutement qui permettent d'évaluer les soft skills précisément. Par contre, sur les compétences qui ont été citées par l'IA, je vais pas qui sont à mon sens primordiales, je vais pas en inventer d'autres parce qu'effectivement, on parle souvent des 4 C, qui sont donc effectivement la créativité, mais dans le sens essayer de trouver des solutions, la collaboration, la coopération pour trouver, développer l'intelligence collective, voilà. La curiosité, donc ça va être très important, et l'esprit critique. Donc, l'esprit critique, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment nécessaire dans un monde où vous allez utiliser l'IA de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui sort de l'IA, mais de vraiment l'analyser, prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Donc, l'utiliser, oui, mais critiquer ce qui en sort, le corriger, l'amender, reprompter pour pouvoir avoir le résultat qui vous correspond. C'est pas l'IA qui doit guider votre travail. Et ensuite, la curiosité. Donc, cela, du coup, ça fait un 5e, mais ça, pour moi, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire que tous les collaborateurs devront prendre conscience demain que leurs compétences évolueront progressivement, plus régulièrement. D'aller se renseigner par eux-mêmes. Exactement. Il faudra que chacun soit proactif de sa propre évolution de compétences. Bien sûr. On ne pourra pas se reposer uniquement sur son manager et l'entreprise. Ouais. Voilà, donc ça c'est important, mais effectivement, pour le coup, je réponds pas bien différemment à ce que sa réponse correspond plutôt aussi à ce que je ressens et ce que je pense. Ben là, ce sont les compétences qu'aucune IA ne peut reproduire et elles seront essentielles pour collaborer, innover et donner du sens à la technologie. Donc là, vraiment, on va chercher la valeur ajoutée, le fait de se questionner et pas juste de prendre donc une information et je sais pas moi après de l'envoyer directement dans un mail ou le mettre directement dans un compte rendu. Là, c'est vraiment le recul et la capacité des personnes qu'elles vont avoir à réfléchir. En fait, au final, on demande toujours de réfléchir et de ne pas uniquement se fier à l'IA. Exactement. 4e question, donc du coup, avant-dernière, comment faire évoluer la posture managériale pour accompagner les équipes dans cette transformation? Bon, on voit un peu toutes les questions se suivent, puisqu'on en parle, mais c'est vrai que c'est un enjeu majeur, de comment on va faire adhérer les équipes à ces nouvelles méthodologies de travail, comment on fait en sorte de lever les doutes, lever les peurs. Ça, c'est j'imagine, un vrai enjeu. Et toi, en tant que DRH, ça doit être une mission de demain. La première des choses, c'est déjà, il faut acculturer les managers. Parce que tous les managers ne sont pas à l'aise avec l'IA. Oui. Il faut aussi, entre guillemets, déculpabiliser ou désacraliser l'utilisation de l'IA. Je m'entends, un manager, quand un collaborateur fait une proposition où on voit qu'il a utilisé l'IA, mais si c'est plutôt bien utilisé, il doit le féliciter, l'encourager, plutôt que de lui dire tu as utilisé l'IA. Au contraire, moi, un collaborateur qui rend un travail correct, même si je vois qu'il a utilisé l'IA, dans la mesure où c'est juste et qu'il a gagné du temps, pour moi, il a eu le bon réflexe. Demain, les collaborateurs qui utilisent correctement l'IA, c'est un plus. Et ça ne doit pas être dire, oui, il a utilisé l'IA, donc finalement, il a su utiliser l'IA. Et je pense que dans quelques années, alors peut-être pas dans l'année qui suit, mais très rapidement, en fait, un manager ne sera pas forcément en capacité de
de voir celui qui a utilisé l'IA ou pas, quand son collaborateur saura bien l'utiliser. Par contre, ce qu'on arrivera à voir, c'est la différence aussi en termes de rendu, de rapidité, etc. Et là, potentiellement, il y a des écarts qui pourront se créer entre les collaborateurs. Donc, c'est encourager cette utilisation de l'IA. Et cette curiosité, j'en parlais aussi, pour les collaborateurs à tester et encore tester et se former dans tout ce qui est l'utilisation de l'IA dans son quotidien. Et réfléchir aussi soi-même à qu'est-ce que ça impacte dans mon métier et comment je vais évoluer dans les mois, années à venir. Ouais, c'est clair. Et du coup, si les collaborateurs, entre guillemets, voilà, s'y mettent vraiment, on devrait voir dans les équipes et dans l'entreprise en général un gain de productivité notable, puisque les missions qui avant auraient pu prendre plusieurs heures, vont peut-être prendre une dizaine, vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc, est-ce que ça va permettre de gagner du temps au final dans ton activité? Moi, je l'espère, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup de métiers qui sont en rapport avec le client. Si le temps administratif pouvait être réduit au bénéfice du service client, c'est un vrai atout. Après, on ne va pas se mentir, ça se chiffre très difficilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui ont essayé de chiffrer le gain de productivité, d'utilisation de l'IA générative dans ces métiers. Il n'y a pas d'études, c'est pas forcément précis et juste. Mais en tout cas, nous, notre objectif, ça serait ça, c'est de diminuer certaines tâches administratives ou récurrentes au bénéfice du service client. Et si on arrivait à faire ça, ça serait vraiment bien. Et ensuite, les managers aussi doivent, outre encourager l'utilisation de l'IA, je vais y revenir quand même, c'est utiliser l'utilisation de l'IA, mais de manière éthique, c'est-à-dire on ne prompte pas pour prompter, mais quand c'est nécessaire. Donc, nous, on a fait un atelier de sensibilisation pour tous les collaborateurs sur ça. Donc, j'aurais donné l'exemple de la recette de cuisine, par exemple. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un prompt sur ChatGPT pour avoir une recette de cuisine, ou est-ce qu'en allant sur un site classique, ça ne suffit pas? Et juste qu'ils prennent conscience qu'en termes de consommation énergétique, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux, et que ça, c'est important. Et après, il y a un autre point qui est très important et sur lesquels moi, je les ai sensibilisés, c'est toute la partie sécurité des données. Et là, je pense que c'est important quand même de sensibiliser. Donc, on peut pas... nous, aujourd'hui, on a des données sensibles qui ne peuvent pas être mises sur les IA génératives classiques. Il faut des environnements sécurisés, puisque beaucoup de plateformes d'IA, en fait, n'assurent pas la sécurité des données, il faut le savoir, même sur des versions payantes, pour ne citer personne. Et donc, en fonction des données que vous injectez, on ne sait pas trop où ça part, et qu'en termes de RGPD, on est plus que limite. Voilà, et ça, aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont pas forcément prises en compte. Il faut faire attention, en tout cas, en avoir conscience. Et sur l'usage professionnel, là, pour le coup, on est assez intransigeant. Et on donne des outils, on a donné des consignes sur quel outil utiliser quand on utilise des données professionnelles pour que ce soit sécurisé. D'accord, donc ça, c'est une communication que vous avez déjà faite en interne sur... Oui, c'était primordial. D'accord. Parce qu'on a rapidement vu qu'il a commencé à y avoir potentiellement des prompts. Et on a très vite sensibilisé sur la partie RGPD, sécurité des données, la partie RSE et avoir un usage responsable de l'IA. Et ensuite sur garder son esprit critique et notamment là où j'ai alerté les collaborateurs, c'est en leur disant l'IA n'est pas juriste. D'autant plus quand vous êtes sur des IA non entraînées ou gratuites, faites attention. Aujourd'hui, on a des juristes en interne, à moins qu'on ait un logiciel qu'on ait testé, validé, qui puisse apporter des premières réponses fiabilisées. Aujourd'hui, attention quand même, et ça vaut pas que pour une question juridique que vous pouvez poser à une IA générative. Oui, c'est clair, faut pas prendre ça pour argent comptant, quoi. Ah non, là, l'esprit critique, il est plus. Et donc, du coup, toi, ça fait combien de temps que tu te penches vraiment sur la question là, tu vois, tu me dis que tu as fait une communication auprès des salariés. C'est comment tu as fait, toi, pour aller chercher l'information, pour te renseigner, pour dire attention, là oui, là non, là faites attention. J'ai commencé à me pencher sur le sujet en novembre 2022. D'accord. Parce que il se trouve que j'ai 2 enfants assez jeunes. Et
C'était lors de la dernière mise à jour de ChatGPT, il y avait eu un peu de pub et puis je me suis dit non mais quand même tu sais même pas ce que c'est ChatGPT et je me suis dit mais je me suis dit tu vas devenir une maman has-been dans quelques années avec tes enfants. Enfin, très honnêtement ça a été le premier réflexe. Et du coup, j'ai commencé à lire quelques articles et j'ai dit à toute mon équipe RH pour le coup, parce que j'ai dit allez on fait une formation sur ChatGPT pour le coup, pour comprendre ce que c'est au moins. D'accord. Donc là, on est quand même sur quelque chose, j'avais pas mesuré très honnêtement l'impact, l'ampleur. C'était bon le début, mais enfin pour nous c'était le début, mais ça faisait d'autres s'y étaient déjà penchés avant. Et là j'ai commencé à lire sur le sujet. J'ai parlé aussi du sujet au niveau du groupe Action Logement pour qu'il y ait une sensibilisation de tous les DRH du groupe pour que tout le monde commence au moins à se renseigner. Et après voilà j'ai regardé qui publiait beaucoup sur le sujet pour lire un maximum d'articles, assister à des webinaires. Ouais. D'accord. Je me suis beaucoup formée, formée par moi-même et puis après j'ai pris une licence et il n'y a pas mieux que de tester et prompter, c'est comme ça que vous saurez quoi. Bah oui, c'est clair. Bah, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la curiosité. Donc en fait, c'est parti de ton cadre personnel, tu as été curieuse et puis après tu as réussi à le transposer. Après, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est très personnel. Bon, moi, je ne vous cache pas que si ma présentation PowerPoint, j'arrive à la faire en 30 minutes au lieu de 2h30, ça me va bien. Hein. Ça va très bien à tout le monde, je crois, sur la présentation PowerPoint. Bah oui, c'est clair. Je pense qu'on a évoqué vraiment toute la réponse de l'IA. Le management doit s'adapter à des équipes plus autonomes, interconnectées, en quête de sens. Donc toujours garder cette quête de sens humaine au final par rapport à l'IA. Pour cela, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas certaine. En tout cas, il faut différencier. Il y a équipe et équipe. Il y a les équipes qui travaillent dans des startups, dans des environnements très digitalisés. Oui. Et aujourd'hui, vous avez aussi des collaborateurs qui, ne serait-ce qu'en termes de bureautique, sont en difficulté. Donc, je pense qu'au contraire, le rôle du manager, des équipes autonomes ou potentiellement qui seront en difficulté, qu'il va falloir accompagner et rassurer. Donc, en fonction des profils de collaborateurs que vous avez, tous ne sont pas des geeks qui vont prompter sur ChatGPT tous les week-ends. Bien sûr. Et c'est là que le manager va devoir, étape par étape, le manager avec l'appui du service formation, mais va devoir étape par étape, acculturer, former ses collaborateurs, les rassurer pour les faire monter en compétences petit à petit sans leur faire peur. Et on n'aura pas non plus que des pros de l'IA, mais à minima qui sachent utiliser sur leur usage au quotidien. Est-ce qu'ils savent bien prompter? Est-ce que... Voilà. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Ça, c'est un accompagnement au quotidien et ne comprennent pas non plus comment ils peuvent vraiment gagner du temps encore dans leur quotidien. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'ils l'ont bien utilisé? Là, on a des retours de professeurs aussi sur certains sujets où c'est pas forcément le cas, mais ça, c'est encore... J'aurais bien aimé l'avoir quand j'avais le voir à la maison. Oui, moi aussi. Mais voilà, il y a l'utiliser, bien utiliser et de manière responsable. Donc, tout ça, le manager doit accompagner ses équipes et pour ça, il faut qu'il en soit lui-même convaincu. Par contre, là où je pense que le manager et l'entreprise seraient dans l'erreur, c'est-à-dire de mettre des œillères sur cette évolution-là. Parce que là, potentiellement, vous impactez l'employabilité future de vos collaborateurs. Et c'est de la responsabilité de l'entreprise que de former ses collaborateurs pour maintenir leur employabilité. Parce que dans 5 ans, vous aurez des écarts énormes sinon qui vont se creuser entre les personnes. Et oui. Et là, il va y avoir des difficultés au niveau de l'emploi. Oui. Et donc, la dernière question, comment les entreprises peuvent-elles anticiper et accompagner leurs collaborateurs pour ne pas subir ces transformations, mais en tirer parti? Donc là, c'est un peu la conclusion un peu globale de toutes les premières questions qu'on a posées. C'est vraiment comment on accompagne et comment on évite de laisser des personnes sur le bord de la route et qui vont se retrouver demain en grosse difficulté dans un marché de l'emploi qui va très vite, qui change beaucoup. Et là où on pense que l'IA ne va pas s'arrêter, va continuer à faire des progrès. Là, la réponse qu'on a ici, donc les entreprises doivent adopter une démarche proactive face aux mutations du travail. Donc là, on l'a évoqué. Elles peuvent donc investir dans la formation continue, renforcer la culture de l'apprentissage et de l'innovation, valoriser les soft skills et la mobilité interne, et enfin instaurer un dialogue transparent autour du changement pour éviter les récalcitrants. Voilà, j'ai envie de dire. Et celles qui miseront sur la montée en compétences tireront pleinement parti de cette transformation qui est en cours. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. La réponse est correcte, hein, c'est-à-dire la proactivité. Après, il va falloir aussi identifier les besoins en termes de formation en fonction des profils de poste. Ça sera important aussi. C'est vrai que nous, en interne,
En tout cas, on a choisi en priorité de travailler sur des cas d'usage simples et assez qui concernent Un large panel. un large panel de personnes Oui. pour, on va dire, entre guillemets, que les usages qu'on pourrait appeler de basiques soient déjà maîtrisés. Parce qu'après, bon, il y a tout ce qui est l'implémentation de l'IA dans nos outils métiers fait que ça sera très compliqué aussi. Donc, on n'aura pas un outil métier de gestion de notre patrimoine avec de l'IA dans tous les sens. Techniquement, on n'est pas prêt de le voir, donc ça, on le sait. Donc, ça veut dire que ça sera avec des outils en parallèle. C'est de voir de quels outils on a besoin, pour quel profil de collaborateurs, ceux qui vont l'utiliser plus ou moins. Donc, ça, c'est important aussi. L'idée, c'est pas de mettre tous les outils à tout le monde, les mêmes outils, pour limiter les coûts aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on est une ETI, donc certains gros groupes ont les moyens d'installer des outils communs à tout le monde, et puis il y a ceux qui l'utilisent plus ou moins, et on verra. Mais en fait, on s'aperçoit que même sur l'utilisation de base, aujourd'hui, il y a besoin d'accompagnement, et c'est pas la peine non plus d'investir. Directement sur les outils de pointe. Voilà, c'est déjà maîtriser les premiers. Et ensuite, on a un autre sujet chez les bailleurs sociaux de manière générale, et bon, pas que chez les bailleurs sociaux, chez beaucoup d'outils d'IA, d'analyse, etc., dépendent de la data. Or, la data avant l'IA, ça c'est un impératif. Tant que vous n'avez pas une data sécurisée, propre, avec une gouvernance, une garantie des données qui est posée, en fait, vous avez beaucoup d'outils d'IA qui ne sont pas performants si votre data n'est pas sécurisée. Donc, en fait, il faut se dire, est-ce que ma data actuelle est fiabilisée et sûre pour que cet outil d'IA qui m'est présenté soit performant. Je donne un exemple très précis ça va parler à tout le monde. Donc, vous dit que peut vous faire des prévoirs par rapport à certains documents que vous avez dans vos documents personnels, peut vous préparer une réunion par rapport à des documents que vous avez. Bon, très bien. Sauf que même dans vos documents personnels, si dans vos fichiers, vous avez une V1, V2, V3, comme beaucoup font, dans les fichiers qui sont enregistrés, l'IA, elle va aller chercher dans quoi, vous savez pas. Si vos fichiers sont pas propres, ça part aussi. Alors, il y a tout ce qui est données patrimoniales, etc., qui est un sujet encore plus complexe, mais même dans l'utilisation de copilotes au quotidien, si vous avez des bases, des fichiers avec plusieurs versions où c'est pas nettoyé, entre guillemets, l'IA va aller chercher un peu partout et la réponse ne sera pas forcément la bonne. Oui, c'est clair. Donc, là, aujourd'hui, nous, on mène déjà un travail sur la data, et la fiabilisation et stabilisation et gouvernance de la data. Et ensuite, on pourra voir dans quel cadre l'utilisation de l'IA via cette data peut avoir une plus-value sur les analyses prédictives énergétiques de logement. Vous voyez, il y a tout ce type de sujets qui pourraient venir. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous concernant, et très franchement, on n'est pas les seuls. Tant que vous n'avez pas une data fiabilisée, ça va pas marcher. Vous pouvez pas avoir une IA optimisée. C'est pas possible. D'accord. Et là, donc du coup, au sein du groupe Action Logement, il y a qui gère la data. En fait, c'est vous directement, ressources humaines, ou vous avez une équipe qui gère la data? Non, ça c'est au niveau de la direction des systèmes d'information. Sachant que chaque filiale est quand même assez indépendante dans son fonctionnement, mais qu'il y a des projets effectivement groupes de data, etc. Et après, chacun fixe ses priorités, chaque filiale fixe ses priorités. D'accord. Il y a quand même un point central, et puis après, c'est un peu plus dispatché. Ok. Très bien, merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et l'IA, elle en pense quoi ?